Jean-Marie Delot. C'est l'histoire d'une rencontre où le décor d'une plage charentaise, d'une boîte de jazz de Saint-Germain-des-Prés, nous a fait prendre des chemins qui ne sont pas répertoriés sur les cadastres du cinéma et du théâtre. Henri Garcin a rembobiné la cassette de ses souvenirs, ceux qui marquent, ceux que la mémoire déforme, comme le temps abîme les vieilles bobines. Dans son regard, j'ai vu de la gravité, des moments de grâce flotter dans l'air. Parfois, c'est moi qui me suis interrogé. Garcin joue-t-il le rôle d'un acteur qui se fait interviewer, prêt à faire le pitre, ou se laisse-t-il emporter par l'émotion? La vie d'un comédien est comme une maison avec plusieurs pièces. Henri nous a montré la cuisine, sans démystifier les recettes du succès. Il nous a fait visiter le salon où un César ou un Molière de meilleur second rôle aurait pu trôner, parfois la chambre avec le lit défait, mais c'est au grenier que nous avons passé le plus de temps. C'est l'endroit le plus riche avec ses photos jaudies d'acteurs et de metteurs en scène rencontrés. Nous avons dépoussiéré des cadres où les visages restent définitivement jeunes. Par moments, moi aussi, j'aurais eu envie de m'appeler Garcin. Mon vrai nom est Tony Albers. À la suite de 3 frères et d'une sœur, je viens au monde à Anvers. Ma maman, comme celle de Sarah Bernard, était hollandaise. 1928 était l'année de naissance de Tintin, de l'ouverture de Roland-Garros et du Boléro de Ravel. J'arrive à Paris en 1950 à vélo, enfin plus exactement à bicyclette, et mon père, industriel, qui lui prend le train, m'inscrit d'art au cours d'art dramatique de René Simon, où pendant 2 ans je m'emploie à perdre mon accent. Plus ou moins. Mariage avec une élève, et je commence à me produire dans les cabarets parisiens comme jeune fantaisiste en 1956, l'année où je deviens assidu au Café de Flore, et je vois qu'il se porte toujours très bien. Moi, j'ai 20 ans, et ça fait 60 ans que ça dure. Henri, quand on parle des débuts d'un acteur, en général, on aime bien parler de la période vache maigre, difficultés financières, etc. Vous, c'est pas le cas? Pas vraiment, non. J'ai eu une jeunesse dorée, et je ne m'en suis jamais remis. Quand on n'a pas besoin d'argent, c'est difficile de faire quelque chose, parce qu'on flâne, on regarde, on prend son temps. Ça a été un peu mon cas. Dans les années 50, un jeune, à l'abri financièrement, était tout de suite rejeté par toute une catégorie de gens, surtout dans le monde du spectacle, parce qu'on était suspect. On était tout de suite taxé de parasites, et pire, de dilettantes. Alors ça, c'était agaçant. J'ai essayé, à cette époque-là, j'étais jeune homme, hein, j'ai essayé de m'infiltrer dans ce monde. J'ai acheté des petites voitures pas chères pour faire pauvre. J'allais dans les dépôts-ventes, acheter des vestes élimées, des vieilles vestes élimées. On disait, oh, t'as vu les vestes qu'il a? Superbe, ça ne doit pas être donné. Et tout ça. Parfois, je sortais des filles pas belles du tout, vraiment. Je disais, mais vous voyez bien, je suis des vôtres. Ça n'a pas pris beaucoup, on sentait que je trichais. Je ne trouvais pas de rôle, moi, au départ. Je voulais faire le théâtre, je ne pensais pas au cinéma du tout. Je ne trouvais pas de rôle, alors j'en ai eu assez. J'ai écrit un petit texte, 10-12 minutes, assez rigolo, que je disais, c'était l'histoire d'un jeune Rastignac qui se lançait dans le monde de parisien à l'époque. Ce petit numéro était très drôle, était pris par tous les cabarets. À ce moment-là, à Paris, les cabarets, ça marchait très fort, ça a disparu. C'est le striptease qui a détrôné les cabarets, hélas. Mais il y en avait partout. On va jouer à un jeu, Henri. Si je vous dis les 3 Baudets, ça évoque quoi pour vous? Mes commencements au cabaret avec Jacques Canetti. Et je passais en numéro 2 dans le spectacle, et en numéro 3, il y avait Brel, tout simplement, qui n'avait pas la vie facile, parce qu'on le sifflait, il chantait. Quand on a que l'amour à s'offrir en partage. Genre, oh, Brassens, criaient les gens, Brassens! Et il sortait de scène pas content, ça n'a pas duré longtemps. L'Écluse, avec Barbara, qui a commencé sur son petit piano, Barbara, qui est devenue une grande amie après.
Si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Henri Garcin, comment c'est venu? Mon papa m'avait emmené voir Huis clos, qui était la pièce à la mode, avec Vitol, Tania Balachova et Gabi Silvia. Et à un moment donné, Vitol s'appelait Garcin dans la pièce. Il frappe, je me souviens vaguement, il frappe sur la porte imaginaire de l'enfer et dit « Ouvrez-moi, je m'appelle Garcin ». Ça me revient et tout à coup, je regarde Kennedy, je dis « Je m'appelle Garcin ». Un peu, il dit « Oh non, non, mais c'est très bien, on va prendre ça ». Je m'appelle Garcin. C'est drôle. Après le cabaret, les débuts au cinéma, on peut les évoquer. Le théâtre d'abord? Ah, d'abord le théâtre, oui. Le théâtre à la Bruyère, L'échappée belle, avec Monique Tarbès, l'inénarrable Monique Tarbès, Romain Bouteille à l'écriture et moi-même qui avait imaginé le spectacle. Entre 1960 et 1970, Paris a connu deux dates. 1965, la création de L'échappée belle, et mai 68. Aujourd'hui, on parle davantage de L'échappée belle que de mai 68. Vous avez remarqué? Dans les journaux, la télévision, les émissions à tout va, L'échappée belle par-ci, L'échappée belle par-là. C'est étonnant. 40 ans après. Oui, c'est étonnant. Il est vrai que le titre est magnifique. Non? Non, 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 tout le charme des histoires d'amour est dans l'incertitude. Si jamais je me marie, je ferai tout pour l'oublier. Ce que tu es absurde. Non, mais non, non, absolument pas, mais je t'en prie, laisse ces sandwichs au concombre. Ils ont été faits spécialement pour tante Auguste. Comment, mais tu n'arrêtes pas d'en manger. Mais moi, c'est différent, c'est ma tante. Tenir, faut tenir. À moi, les glucides. En attendant, les protides, les lipides. Le tonneau des danaïdes. Tenir, faut tenir 13 ans de vie conjugale. Mais où sont les feux de Bengale? J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre. Je sais pas exactement pourquoi, mais j'en ai marre. Et j'en ai marre d'en avoir marre. J'en ai marre, j'en ai marre. J'ai connu deux grands succès dans ce théâtre célèbre. La danse de mort, avec M. Michel Bouquet et Juliette Carré, et puis la création d'une comédie délicieuse, L'aide-mémoire, de l'immense Jean-Claude Carrière, que vous voyez ici entre Delphine, la divine Delphine Séric, et moi-même. Delphine, 36 ans, blonde platinée, et moi-même, dragueur scientifique à lunettes. Nous formions un couple de rêve, mais de rêve. Le public, je me souviens au salut, le public ne voulait plus partir. Il ne voulait plus... Non mais partons parce que je vais pleurer. Ça te rappelle des choses? Ouais. Vous pouvez tout de même comprendre qu'il y a une différence entre coucher avec un fiancé de bonne famille et se faire sauter par la première venue. En fait, c'était une petite salope. À 15 ans, elle était la maîtresse d'un ou deux de mes amis. Je dis un ou deux parce qu'elle devait forniquer à la fois avec le mari et avec la femme. Entre nous, on l'appelait Sainte Levrette. Parce qu'elle avait l'air d'un ange. Mais c'est très bon pour nous, ça. Non, je ne peux pas me servir de la vérité. Parce que la fille du professeur Chartier ne peut pas être une petite salope. Et j'ai à ce sujet une anecdote, je peux vous raconter? Oui, oui. Une anecdote que je tiens de Madame Lorraine. Elle me dit un jour, je devais jouer un rôle dans un film de Vittorio De Sica, je ne me souviens plus du titre, et j'étais une fille pauvre de Naples et qui décida un jour, pour nourrir sa petite famille, de faire le tapin. Un mélo comme pas possible, c'est peut-être la ciocia, peut-être. Et elle me dit, je ne savais pas très bien, après j'ai appris, mais je ne savais pas très bien comment faire une fille une dame de petite vertu.
Alors, Vittorio m'a tout montré. Parfait, alors elle dit, je le regarde, et puis à un moment, j'ai dit, mais Vittorio, si je t'imite, si je fais tout comme tu dis, toi, moi, Sophia Loren, moi, où est-ce que je suis? Réponse de Vittorio, toi, tu es sur l'écran. Elle a eu le prix d'interprétation à Cannes. Pour être franc, Madame Catherine, c'est flingotage et la surprise. Je suis pas très friand. Ça énerve tout le monde. Faut m'apprendre à épauler. On aurait des choses à vous apprendre. Avec Daniel Vasseur, on se connaissait depuis la maison d'éducation. L'été dernier, on a fait du bateau ensemble et puis il veut la mort. Vous trouvez ça normal? Avec le Rosac et Bignol comme 36, je vais porter un drôle de chapeau. Et ça a commencé à devenir intéressant bien plus tard, en 65, avec La vie de château. Alors quel film La vie de château, hein, parce que déjà là, il y avait des gens comme Pierre Brasseur, des personnages étonnants. Ah oui, oui, c'était important. C'est une belle distribution, c'était très, très important. Une belle comédie qui a très bien marché, avec la Catherine qui avait 23 ans, qui était belle à ravir, et Noiret. Ouais. Tout ça sont devenus des amis, hein, du coup. Hein. Brasseur moins, parce qu'il était un petit peu plus âgé. Marie Marquet, remarquable. Et puis Jean-Paul Rapneau à la caméra, c'était... Encore vous, sortez! Écoutez, hier soir, il fallait que je trouve quelque chose, alors j'ai dit n'importe quoi. Je me suis conduit... Comme un mufle. Oui, d'accord, mais enfin, comprenez-moi, c'est la guerre. La guerre, et puis quoi encore? Pourquoi pas le rhume des foins? Fichez-moi le camp. À vos souhaits, sortez ou j'appelle mon mari. Vous n'allez pas faire ça. Jérôme! Jérôme, viens vite! Jérôme! Jérôme, viens! Marie, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es coupé les ongles ce matin? Oui. Où as-tu mis les ciseaux? Ah, ils sont là que je suis bête. Ça, Jim-là, il tiendra pas le coup. Qui ça? Mon cœur. Un jour, il va craquer. Rapneau, c'était son premier film, je crois. Rapneau, c'est son premier film. Tout de suite, un prix de Luc. Autre rencontre marquante, Truffaut, hein, parce que ouais. C'est l'un de vos plus beaux rôles. Ouais, ouais, ouais. Et dans un film, dans l'un de ses plus beaux films, ouais, La femme d'à côté. Oui, La plus femme tard, d'à côté. On est en 81, oui, j'étais très heureux. Oui. Oh, le rôle est discret, mais enfin, il existe, il est là, mais c'était formidable d'être dans le film avec la présence de Depardieu et de Fanny Ardant et de François lui-même. Ce que tu dis est complètement faux. Cet homme de la Nouvelle-Calédonie est peut-être le seul amour d'Odile Jouve. En tout cas, c'est pour lui qu'elle s'est jetée par la fenêtre il y a 20 ans. Et lui, il n'a jamais rien su de ce qui s'était passé. Il ne sait pas qu'elle est devenue infirme à cause de lui. Madame Jouve est une femme extraordinaire. Mais cet homme n'a jamais rien compris. Ah bon? Eh bien, moi non plus, je n'ai pas compris. Et d'ailleurs, les hommes ne comprennent rien à l'amour. Ils sont des amateurs. Moi, je t'aime comme tu es, Mathilde, tu sais. Mais je ne te comprends pas. Je n'ai jamais menti de ma vie simplement parce que c'est trop compliqué. Je trouve ça trop compliqué. Et voilà maintenant que je m'aperçois que je vis avec une menteuse, que je dors avec une menteuse, que je fais l'amour avec une menteuse. Et que j'aime une menteuse.